Dans les premiers temps de la télévision, tout était simple et facile. Il y avait une chaîne et c'était une chaîne d'État, une télévision d'État, puisque le patron de la chaîne était un ministre. Et puis il y a eu une deuxième chaîne, puis il y a eu la couleur, puis il y a eu 3 chaînes, puis il y a eu 10 chaînes, puis il y a eu des organes de régulation, la CNCL, la Haute Autorité, le CSA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la télévision va avoir son musée. Le musée des médias qui va retracer toute l'histoire de ces médias qui nous fascinent tant aujourd'hui. Alors on n'aura pas trop de 10 minutes pour le PAF pour en parler. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Christine Kelly. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Quand on connaît votre emploi du temps, ça n'est pas peu dire. Christine Kelly, vous avez été journaliste sur LCI, vous avez été la plus jeune sage du CSA en 2009, je crois. Et aujourd'hui, entre autres activités, parce qu'il y en a plein, vous êtes l'initiatrice du musée des médias. Alors tout de suite, ma question, c'est comment vous est venue cette idée de musée des médias? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va y voir? Déjà, comment m'est venue l'idée en arrivant au CSA, après avoir été journaliste, reporter, animatrice télé, productrice, presse écrite, radio, service public, privé. J'arrive au CSA et je me dis « Ah, d'accord, c'est donc ça l'audiovisuel, je n'en savais rien ». Et là, je découvre l'économie de l'audiovisuel, 200 chaînes, 900 radios, nos dessins animés qui s'exportent, la fiction française qui bat de l'aile et maintenant avec un renouveau. Et je découvre l'économie, justement, les grands groupes qui se font et qui se défont, etc. Et je découvre un fossé entre le grand public et les médias. Et je me rends compte que le grand public ne connaît pas les médias. On n'a aucune idée de ce que c'est vraiment, comment ça fonctionne, d'où ça vient, où ça va. Exactement. Donc le but du jeu est de rapprocher ces deux grands publics qui ne se rencontrent pas. Justement, on est l'un des rares pays où il n'y a pas un endroit où le grand public peut venir, des adultes comme des enfants, toucher au métier de l'audiovisuel. À part les journées du patrimoine où il s'est ouvert un peu partout, c'est pas dédié à l'audiovisuel. Sur plusieurs chaînes à l'étranger, il y a un étage dédié au public qui peut faire un faux JT, faire une fausse météo, etc. Et ça manque ici. Et c'est d'autant plus criant aujourd'hui, cette éducation aux médias par le biais d'un musée, qu'on a des ados, des jeunes qui ne regardent plus la télé et qui sont sur les réseaux sociaux. Et le fossé entre les réseaux sociaux et la télévision et la radio est énorme. Énorme, puissamment énorme, beaucoup plus que dans les autres pays, parce qu'aux États-Unis, on a l'habitude de voir la publicité toutes les 7 minutes, etc. Sûr, pas en France. Un monde régulé, un monde qui l'est pas. Un monde protégé, un monde qui l'est pas. Donc nos enfants, nos jeunes sont encore plus en danger. Alors qu'est-ce que vous allez montrer? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Alors j'ai compris qu'il y aura ces simulations d'émissions dont vous venez de parler, mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir tout le passé des médias, y compris la presse écrite? Surtout, se baser sur le passé, être ancré sur le présent et se projeter vers l'avenir. La dernière fois que j'en ai parlé pendant 1 heure à des architectes du musée. Mais là, en quelques mots, je dirais que ça sera basé sur les nouvelles technologies, par exemple hologramme, etc. La réalité virtuelle, la VR, etc. Ça sera basé sur des grandes expositions, par exemple la grande machine, la grande fabrique de l'information. En quoi ça consiste? Pourquoi autant de chaînes d'infos en continu? L'impact des chaînes d'infos en continu sur la société? Est-ce qu'il y a un modèle économique pour toutes ces presses écrites qui fondent de l'info en continu, etc. Avec oui, donc c'est pas seulement un musée, c'est aussi une université permanente sur les médias. Exactement. De l'éducation aux médias sous toutes ses formes spectaculaires, en profondeur, des décors, des colloques et aussi de l'apprentissage. Et tout le monde pourra toucher au métier. Il y aura la télé du passé quand même, on montrera comment se faisait la télé uniquement en direct. À l'époque, on ne savait pas enregistrer le programme, tout était en direct. On pourra avoir un petit peu de passé, mais ça sera vraiment tourné vers l'avenir. Mais parfois, pour comprendre l'avenir, il faut mieux connaître son passé. Bien sûr, c'est un vieux proverbe chinois qui dit le passé est la lanterne qui éclaire l'avenir. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment ça se passe? Il y a déjà des locaux qui sont prévus, des partenariats énormes, d'après ce que j'ai compris? Alors, pour l'instant, on a trouvé le lieu qui sera à côté de la Cité du cinéma de Luc Besson, à Saint-Denis, dans une ancienne centrale EDF le musée des médias cherche maintenant à acheter. Donc, on a trouvé le lieu, on a fait le business plan, on est en train de commencer à lever des fonds en ce moment même et en train de travailler avec les architectes et avec Vinci Immobilier qui est le promoteur pour savoir où mettre la boutique, où mettre l'exposition spectaculaire, etc. Il y aura 2 bâtiments et on fera beaucoup d'éducation média, beaucoup de formation
d'informations, beaucoup de liens où vraiment le lieu où le grand public pourra se retrouver. Une salle d'auditorium, de projection, on pourra la VR, on peut voir aussi de la vidéo en 3D, etc. Il y aura vraiment, sur à peu près 3500 mètres carrés, on va essayer de faire le maximum pour voir des expositions spectaculaires, denses, et aussi un centre de recherche, vraiment pour faire de l'éducation média. Cela dit, ça sera sur le long terme qu'on pourra vraiment toucher à tous les secteurs qui sont énormes. Avec des partenariats, j'imagine, avec l'INA, avec le CNC. L'INA, le CNC, l'AFP, le CSA, Sony, AMP Visual TV, etc. Et on continue nos partenariats. Alors, est-ce qu'il va y avoir, on répondra à cette question après la chronique, est-ce qu'il va y avoir des débats, des rencontres pour parler de la télévision aujourd'hui, de ses dérapages, etc. J'imagine que oui. Indispensable. Indispensable. Justement, il faut absolument qu'il y ait des discussions, des rencontres. Et même les chaînes et les radios aujourd'hui cherchent à rencontrer le grand public pour pouvoir discuter. Discuter de l'avenir des médias, discuter de la réalité du média aujourd'hui, discuter des contenus, discuter de tout. Et je trouve que là, par exemple, sur la grande fabrique de l'information, pour reprendre le même exemple que je donnais tout à l'heure, on pourra avoir des conférences de PPDA qui racontera un peu son parcours, qui racontera aussi sa vision de l'information. On pourra avoir des colloques, etc. Si on se retrouve au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, on fera tout de suite une exposition sur les dessinateurs de presse, etc. Donc et plus des colloques, plus des prises de position. Donc je veux même que ça soit un musée qui s'appelle Villa Média, qui prenne des positions, qui s'engage aussi pour la liberté de la presse. Très bien, alors on va parler de la télévision d'aujourd'hui et ça va être la chronique pafienne, tout de suite. Christine Kelly, je vous présente Colombe Bobio de l'Académie audiovisuelle. Bonjour Christine. Alors Colombe, vous avez jeté un regard assez acéré sur la télévision d'aujourd'hui et certaines de ses dérives. Tout à fait Richard. On va parler des émissions de télé-réalité qui sont diffusées aux heures de grandes écoutes sur nos écrans télé. Alors on y voit surtout de la violence, de la vulgarité et pas mal de sexe. On peut dire que le contenu reste assez primaire. Cela reste certes des divertissements, mais est-ce que pour se divertir aujourd'hui, il faut forcément s'abrutir ? C'est ce que nous a révélé une étude qui prouve que scientifiquement, ce genre de programme aurait pour incidence de réduire les connaissances culturelles des 15-25 ans de 16%, ce qui est non négligeable. Alors pourquoi persister dans cette lancée-là ? Peut-être que les chaînes les plus populaires de la TNT seraient atteintes de la buzzitude aiguë. La buzzitude aiguë, c'est quoi exactement ? La buzzitude aiguë, en fait, c'est l'incapacité de diffuser des programmes au contenu à la fois ludique et moral. Fort heureusement, il y a la police des médias qui intervient pour endiguer ce symptôme. Le CSA a d'ailleurs récemment mis un avertissement à Énergie 12, je cite, « Suite à la diffusion de plusieurs émissions du Mad Mag et des anges de la télé-réalité qui ont entraîné de nombreuses plaintes de téléspectateurs déplorant leur grande vulgarité et leur sexisme. » Bon, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'admettre. Alors merci à Afida Turner d'avoir éveillé les consciences avec ce jeu de jambes et merci aux anges de la télé-réalité 8, je dis bien la saison 8, qui aurait visiblement porté atteinte à la dignité de la femme uniquement dans 2 épisodes de mars et février 2016. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, alors pourquoi ne pas laisser la place à des émissions qui auraient un caractère beaucoup plus éthique et aussi à des présentateurs télé qui ne sortiraient pas forcément de télécrochet. Voilà, l'audience à tout prix avec toutes ces dérives. En tant qu'ancienne membre du CSA, ça vous dit quoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on touche le fond pour faire de l'audience. On croit toujours toucher le fond. Oui, le fond recule. Mais on ne sait pas à quel point le fond peut être allé encore plus bas. Ouais. Surtout en France, on est loin d'avoir touché le fond. Il suffit d'aller dans les pays étrangers, anglophones, etc. pour voir ce que c'est que le fond et pour voir ce à quoi on échappe. Bien sûr, on a des programmes choquants. Bien sûr, le CSA, il intervient, mais il intervient. Heureusement qu'il est là. On a un CSA fort en France. On a le CSA, l'organe de régulation certainement le plus fort du monde, parce qu'on est vraiment bardé de lois, bardé de textes, c'est parce que les fréquences, les domaines de service public sont donnés gratuitement, donc on a un CSA fort, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Alors bien sûr, il faut sévir, bien sûr, il faut tirer la sonnette d'alarme, et bien sûr, on se rend compte qu'il y a une véritable dérive de ces nouvelles chaînes de la TNT qui vont chercher effectivement des programmes de plus en plus violents, sexe, etc. Mais le CSA est là et qui veille. Et est-ce qu'on ne peut pas faire aussi un peu confiance au public qui va être le juge de paix et arrive un moment qui va dire « bon, allez, on ne vous suit pas, quoi ». Alors, c'est une excellente question. Le public, il est assez coquin.
à la fois le public, il va être le premier à dire « Vous n'avez pas sévi sur telle chaîne, vous n'avez pas sévi sur telle chaîne », mais il est le premier à regarder. Oui. Et s'il ne voit pas, justement, et c'est l'argument des chaînes, s'il ne voit pas ce qu'il veut sur les chaînes, il va les chercher sur le net. Donc le public, il est assez bicéphale, ambivalent, oui. et à la fois il va sévir. Alors, il faut absolument retirer ça sur l'antenne parce que ma petite fille a vu, mais en même temps, tiens, je veux bien voir. Si le public ne regardait pas ces émissions, est-ce qu'elles seraient sur l'antenne ? Alors, on ne sait pas, parce que finalement, on parlait du Mad Mag qui est en train de chuter en termes d'audience, et ils ne savent pas quoi faire pour essayer de rattraper ça, faire du buzz, et ainsi de suite. Ça n'empêche pas de tomber. Il y a quand même une lassitude. Oui, il y a une lassitude. On a vu, il y avait une chaîne, une émission de télé-réalité qui avait fait TF1 il y a quelques temps, où il avait été très vite, même zappé par le public, il y a peut-être à peu près 4 ans. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois où le public zappe, mais il y a des fois où il reste là, il regarde, il aime. Voilà. Donc je pense que le CSA a vraiment un rôle de régulateur important, mais il ne faut pas qu'on oublie en France que ce n'est que sur les chaînes télé et les radios et pas sur les réseaux sociaux, pas sur le net, pas sur les vidéos, pas sur YouTube, pas sur Dailymotion. Et là, on voit tellement pire. Au moment où il y a quelques-uns qui regardent la télévision, encore heureux, pour l'instant, il y a 47 millions de Français qui regardent la télévision tous les jours, mais il y en a combien qui sont sur le net par des millions de vues, regardent n'importe quoi. Et là aussi, c'est très important de savoir, d'avoir conscience de cette double vitesse dans la régulation. Alors, très rapidement, c'est ma dernière question, parce que ça va très vite. Est-ce que c'est pour ça que vous vous préoccupez de l'éducation aux médias, puisque vous organisez le 21 novembre une journée sur l'éducation aux médias à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça fait partie des mobiles, même si là, ça sera consacré au rapport entre la télévision et la politique? Complètement. C'est exactement pour ça. 21 novembre, journée mondiale de la télé, personne ne le sait. L'année dernière, on a fait beaucoup de thèmes sur médias et terrorisme, et c'était passionnant. La salle pleine à craquer. Cette année, médias et politique. Qui influence qui utilise qui? Comment les médias utilisent les politiques? Comment les politiques utilisent les médias? Est-ce que les politiques sont aujourd'hui leurs propres médias? Intéressant, et ça sera à l'Assemblée nationale. La salle est déjà quasi pleine, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'appétence pour l'éducation aux médias. Le téléspectateur, celui qui écoute la radio aussi, veut savoir comment fonctionnent les médias, la presse écrite, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce qu'on a toujours les mêmes experts sur les plateaux? Pourquoi toujours les mêmes politiques? Pourquoi est-ce qu'on prend tel invité politique pour la première émission? Pourquoi tel politique fait du buzz? Pourquoi est-ce que les chaînes d'infos en continu parlent beaucoup, voire que de politique? Pourquoi? Réponse à ces questions avec les professionnels le 21 novembre. Alors, on y sera, et c'est le pari qu'on prend, un public plus intelligent pour pouvoir encore mieux savourer 10 minutes pour le PAF. À bientôt.